Bonjour, aujourd'hui dans votre rendez-vous santé, on s'intéresse à une maladie de peau peu connue et pourtant répandue, le psoriasis. On en parle à l'occasion de la 13e journée mondiale du psoriasis. Puis ensuite, dans notre partie témoignage, nous serons avec Charlotte, victime d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 28 ans. Un an après, elle va bien, elle va même très bien. Elle sera avec nous sur le plateau et nous verrons que dans cette pathologie, c'est vraiment le temps qui compte. Comme disent les Anglais, time is brain. Mais commençons tout de suite par le psoriasis. Mélanie Aubin, bienvenue. Alors, vous êtes chargée de projet et de communication au sein de l'association France Psoriasis. Et vous êtes vous-même atteinte de psoriasis depuis l'âge découvert à l'âge de 8 ans, je crois. Tout à fait, oui, c'est ça. Et nous en reparlerons tout de suite. Docteur Michel Lemaitre, merci d'être là. Vous êtes dermatologue, vous êtes membre du comité scientifique du groupe psoriasis de la Société française de dermatologie. Alors je le disais, on en parle aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le psoriasis. Et le slogan de la campagne, c'est « Le psoriasis mal connu, mal vécu ». Et on va voir à travers quelques images qu'effectivement, ce n'est pas très connu. On regarde. Mais je sais pas, ça me ferait penser à une plante, je pense. Une banque, un groupe. Une sorte de Pokémon dans un dessin animé. C'est un champignon. Je sais pas si c'est pas un truc sexuel. C'est une MST ? Non, pardon. C'est un truc lié à la peau. Je pense que c'est une maladie ou un problème de peau. Que c'est une éruption cutanée, non ? Ça m'évoque des démangeaisons. Ça gratte. Ça gratte, quoi, surtout. Ça gratte, et c'est assez rouge vif. Très embarrassant, très douloureux. Mais c'est aussi immunitaire, donc ça se développe et on guérit jamais en fait du psoriasis. Combien de personnes ça touche en France ? 51 160. En France, une personne sur 20 souffre de psoriasis, soit plus de 2 millions de personnes. Donc, on le voit, hein, pas très connu. Dites-moi, en résumé, le psoriasis, c'est quoi ? De manière simple. De manière la plus simple possible, c'est une maladie inflammatoire de la peau, chronique, qui se traduit par des plaques rouges qui pèlent en permanence et qui évolue une fois qu'il est apparu tout le long de la vie et qui est vraisemblablement un trouble de l'immunité du genre maladie auto-immune. Voilà, on peut rappeler qu'une maladie auto-immune, c'est en fait quand votre propre immunité lutte contre les cellules de votre propre organisme. Là, il s'agit de la peau. On va dire, pour simplifier, que normalement, la peau se renouvelle tous les 21 à 28 jours. Et là, en fait, le renouvellement est accéléré. Donc, il y a des couches, des multiplications. Et du coup, ça fait un amas de cellules. Alors, parfois, donc, les cellules, une fois qu'elles sont mortes, qu'elles ont perdu leur noyau, ça fait comme des squames blancs. Et puis, il y a aussi un côté inflammatoire, vous le disiez, c'est une maladie inflammatoire et chronique. Alors, chronique, ça veut dire qu'on l'aura tout le temps ? Chronique, ça veut dire qu'on l'aura tout le temps, mais qu'il peut y avoir des périodes où le psoriasis atténue, voire même disparaît, et surtout que ça peut être accessible au traitement, et donc la chronicité n'est pas forcément synonyme de permanence, puisqu'on peut l'améliorer, voire même la faire disparaître sous traitement. On peut dire qu'elle évolue par poussée aussi ? Oui, il y a des moments où les gens font des psoriasis vraiment importants qui les inquiètent et qui les perturbent énormément, et puis d'autres moments où ils vont être plus au calme, quelques petites plaques à droite ou à gauche. Mélanie, alors vous, à l'âge de 8 ans, comment vous en êtes-vous aperçue ? Alors moi j'ai un psoriasis familial, mon papa en a. Ah donc vous étiez déjà au courant ? Oui, tout à fait. Donc le psoriasis était très facilement diagnostiqué. Après, c'était la prise en charge qui a été peut-être un peu plus compliquée. Et puis, vivre avec, bien sûr, quand on est enfant, adolescent, puis jeune adulte. Vous, c'était une forme importante, parce qu'il y a des formes où il y a juste quelques petites plaques, comme vous le disiez. Puis parfois, on calcule, je crois, en paume de main. 1%, c'est une paume de main. Donc, on calcule en nombre de paumes de main pour savoir quelle est l'atteinte du psoriasis. Mis à part que la surface n'est qu'un pâle reflet de la gravité, de la sévérité, en fait. Parce qu'on peut avoir une grande surface et pas être très gêné, en réalité. Il y a des gens qui sont étonnants, qui ont beaucoup d'étendue de psoriasis et qui, finalement, ça ne les perturbe pas tant que ça, du moment que c'est caché et qu'ils ne font pas de sport, etc. Et d'autres qui ont des psoriasis très affichants, très visibles, même des petites surfaces, et qui sont extrêmement gênés. Et donc vous, c'était quoi ? C'était une forme... Alors déjà, le psoriasis évolue. Moi, ça va bientôt faire 20 ans que je vis avec. Donc le psoriasis évolue. Et on vit comment avec ? Ce sont des hauts et des bas. Mais il y a des moments très sympas.
Moi, en fait, enfant, j'en ai eu beaucoup dans tout le cuir chevelu, tout le dos. Et en fait, sur la lisière du cuir chevelu. Donc, c'était un psoriasis pas forcément très visible, mais que j'arrivais à cacher. Et en fait, plus tard, à l'âge de 20 ans, il a atteint mon visage. Donc là, une partie, forcément, on ne peut pas le cacher. Vraiment trop compliqué. Donc là, ça a été peut-être le moment le plus difficile pour moi à combattre cette maladie. Je vous vois de très près, donc là, on ne voit absolument rien, donc vous êtes bien traitée. Aujourd'hui, je suis actuellement sous traitement, oui. Donc aujourd'hui, ça va, et oui, aujourd'hui, je vis très bien. Donc on le voit, elle est vraiment bien traitée, donc on arrive à traiter les poussées de psoriasis. On a un arsenal thérapeutique avec plusieurs traitements à disposition et des traitements efficaces. Oui, tout à fait. Alors vous êtes en train de les pousser. Une fois qu'on a commencé à traiter une poussée, qu'on l'a fait disparaître, on maintient un traitement en permanence pour que les choses ne reviennent pas. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. On ne guérit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement qui va vous guérir en 3 mois. On a un traitement qui va vous améliorer rapidement, sans doute, même en quelques semaines. Et puis ensuite, on maintient le traitement autant que nécessaire, et souvent des années et des années, pour que les patients ne vivent plus la même détresse que quand ils ont eu cette grande poussée. Donc ce qu'il faut, en fait... Il faut évidemment qu'on en parle, qu'elle soit de plus en plus connue, de manière aussi à améliorer le diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent sans savoir réellement ce que c'est. Oui, alors il y a aussi beaucoup de gens qui ont été découragés, qui savent ce qu'ils ont, mais qui sont de toute façon, il n'y a rien à faire. À chaque fois, on me donne la même petite pommade, j'en ai marre et j'y vais plus. Et ça a été, je dirais, il y a quelques années, oui, véritablement... C'était vécu comme une fatalité. Exactement. Maintenant, c'est plus, heureusement, de moins en moins le cas. J'imagine que c'est votre maladie qui fait qu'aujourd'hui vous êtes engagé dans l'association. Oui. Donc, on le disait, le slogan c'est mal connu, mal vécu. Donc, l'idée c'est de se battre là-dessus, mais aussi contre certaines idées reçues, notamment une idée que tout le monde, qui est vraiment véhiculée par beaucoup de personnes, c'est le psy, c'est dans la tête. Le pso, c'est psy. Le pso, c'est dans la tête. En fait, le pso n'est pas psy du tout. Alors, je dirais pas du tout. Il y a quand même des facteurs dans l'apparition de la maladie, je parle. Mais en tout cas, oui, en effet, il y a une part génétique, il y a une part immunologique. Et en fait, nous, à l'association, on a fait un sondage auprès des Français. Et il s'est avéré que 38% des Français considèrent que le psoriasis est psychologique. Ce qui est faux. Alors, en revanche, c'est aussi peut-être, la confusion vient peut-être de là. La maladie en elle-même n'est pas une maladie psy, c'est pas parce qu'on a des petits problèmes qu'on va développer cette maladie, c'est une réelle... Enfin, il y a d'autres maladies psy qui sont réelles, mais c'est une maladie. Mais en revanche, un stress peut effectivement favoriser l'apparition d'une poussée. Alors oui, après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser ou déclencher la maladie. Donc, il y a le stress, il y a la fatigue, la prise de certains médicaments. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent agir sur la maladie. Mais en rien, le pso n'est une maladie psychologique ou une maladie du stress. C'est vrai que nous, en tant que patients, on nous dit souvent « arrête de stresser, tu auras moins de psoriasis ». Non, si on est tous stressés aujourd'hui et tout le monde n'a pas du psoriasis. Voilà. Il y a une autre idée aussi contre laquelle vous voulez vous battre, c'est sur la contagiosité. Et là aussi, ça perdure. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont parfois peur du psoriasis. Le psoriasis fait peur. Après, on peut reconnaître. C'est vrai que on voit les images. C'est pas forcément très beau. Et quand on ne connaît pas, on peut avoir peur. Mais voilà, le psoriasis n'est absolument pas contagieux. C'est une maladie auto-immune qui ne se transmet pas par le toucher ou par... Voilà, il faut simplement rappeler, c'est la peau de tout un chacun, qui n'a pas d'infection, qui n'a pas de surinfection. C'est simplement de la peau, ce sont des squames de peau, donc on peut les toucher sans aucun problème. On peut vivre très bien avec un psoriasis sans aucun problème. Mais écoutez, merci pour toutes ces explications. J'espère que, alors, si la maladie n'est pas contagieuse, mais les idées reçues, elles, sont assez contagieuses, j'espère qu'on aura réussi aujourd'hui à enrayer quelques idées reçues. Merci à vous deux de votre présence. Et on se retrouve tout de suite pour notre témoignage avec Charlotte. Dans notre partie témoignage, Charlotte, un témoignage exceptionnel, merci d'être là. Alors, vous avez eu une rupture d'anévrisme le 31 août 2015, à l'âge de 28 ans, et vous êtes là aujourd'hui. Magnifique, et vous nous raconterez tout ça tout de suite. Vous êtes accompagné du docteur De Gauss. Alors vous avez fait partie de l'équipe soignante qui a pris en charge Charlotte.
Alors vous êtes Vincent Degos, vous êtes anesthésiste neuro-réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc anesthésiste neuro-réanimateur, il faut être tout ça. Il faut être plein de choses en même temps. Oui, l'idée c'est que c'est une prise en charge globale. On propose un soin très complet pour les malades, de l'accueil qui nécessite des soins ultra rapides, on va en parler je pense après, et de l'anesthésie pour pouvoir proposer une chirurgie ou une intervention très rapidement, et ensuite un passage en réanimation qui va durer en fonction de la gravité. On va revenir, on va déjà rappeler, si vous le permettez, ce qu'est un anévrisme, en sachant qu'aujourd'hui, nous nous intéressons aux anévrismes cérébraux, car il existe d'autres anévrismes, notamment au niveau de l'aorte abdominale ou ailleurs, mais là, on s'intéresse aux anévrismes cérébraux. Qu'est-ce qu'un anévrisme ? Alors, un anévrisme cérébral, c'est une malformation vasculaire. Donc, le cerveau est composé de substances, des neurones, et on a besoin de vaisseaux pour nourrir ces neurones. Et à la surface de ces vaisseaux, il peut y avoir des fragilités qui progressivement peuvent constituer une petite hernie qui va grossir avec le temps et qui peut donner donc un anévrisme. Et cet anévrisme peut se rompre et donner donc une hémorragie méningée, c'est-à-dire que le sang va se mettre autour du cerveau, dans les méninges qui entourent le cerveau. Alors, le réel problème, c'est quand on a du sang dans le cerveau, contrairement à d'autres endroits du corps, comme la boîte crânienne est dure et incompressible, eh bien, il va bien falloir qu'il aille se répandre quelque part, et il va évidemment abîmer les neurones donc, qui constituent le cerveau. Donc, c'est là la gravité, et selon l'endroit et la quantité surtout, ça va provoquer des lésions différentes, et qui peuvent être très graves. On peut rappeler tout de même donc, que les anévrismes, eux, sont assez fréquents, ils ne rompent pas tous. Non, très rarement en pratique. On considère qu'il y a à peu près 4000 ruptures d'anévrisme par an en France. Et pour autant, les chiffres disent qu'on a à peu près 1% de la population qui est porteur d'un anévrisme. Donc vous voyez, il y a 2% même. Voilà, il y a un gros contraste entre la quantité de rupture et le fait d'être porteur d'un anévrisme. On n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais est-ce qu'il faut le savoir ou pas ? Ça, c'est parce que vivre avec cette épée de Damoclès autour de la tête, c'est pas évident non plus, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Charlotte. Donc cet anévrisme, vous le disiez, donc ce vaisseau qui est fragile, qui est dans le cerveau, à un moment, il se rompt, donc il y a du sang. Quels sont les chiffres ? Je crois qu'ils sont assez violents quand même. C'est imprévisible, la plupart du temps, on ne le sait pas qu'on en a. Ils sont mortels dans combien de pourcentage de cas ? Alors en fait, il y a une mortalité avant l'arrivée à l'hôpital. Et celle-ci est catastrophique, c'est les morts subites. On considère qu'il y a à peu près peut-être 15% des ruptures qui vont amener une mort subite dès la rupture. Et ensuite, après, les malades qui arrivent jusqu'à l'hôpital et qui ont la chance d'y arriver, on peut leur proposer des soins qui deviennent progressivement en fait, de plus en plus adaptés, et on arrive à diminuer la mortalité intra-hospitalière, et maintenant on l'estime aux alentours de 15 à 20% au total. Donc vous, Charlotte, je ne vais pas dire vous vous souvenez, mais on vous a raconté, j'imagine, 1000 fois ce qui s'était passé. Donc c'était un lundi, le 31 août 2015, vous deviez aller chez votre belle-sœur Sacha, et là, que se passe-t-il ? Moi, j'ai aucun souvenir. Je sais juste que je passais à vélo à 100 mètres de la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez joué au loto après ? Du coup, on m'a ramassé dans la rue très rapidement et on m'a apporté aux urgences. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque ça a été pris en charge à une vitesse, je pense, qui ne doit pas être très commune. On va revenir après sur chaque étape. Donc vous... Ça, à peu près, vous vous en souvenez à peu près, où on vous l'a raconté, ce sont peut-être des souvenirs construits. Vous êtes resté 1 mois dans le coma, donc coma profond. Ensuite, à partir de quel moment vous souvenez-vous, avez-vous commencé à avoir des souvenirs ? Alors, après la sortie du coma, j'ai encore un trou d'au moins 1 semaine, 10 jours, où j'ai quasiment aucun souvenir, ou alors vraiment très très flou. Et donc mes premiers souvenirs en réanimation, c'était vers la fin du séjour. Mais ça reste quand même très confus. Et après, donc, vous avez fait de la rééducation. Enfin, vous êtes resté encore quelques temps à la Pitié, en réanimation. Ensuite, vous avez fait de la rééducation, parce que moi, je vous ai vu arriver. Tout fonctionne bien, tout va bien. Alors, j'ai aucune séquelle du fait de l'accident. En revanche, comme je suis restée 6 semaines alitée en réanimation, sans bouger un orteil, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Et donc, effectivement, j'ai eu plusieurs mois de rééducation pour pouvoir remuscler les bras, les jambes, enfin tout, pour pouvoir à nouveau marcher, monter des escaliers. Et ça a été très long. Ça a été long. Vous travaillez aujourd'hui, vous avez repris le travail, je crois, au mois de mai ? Oui, c'est ça.
D'accord. Mais vous fonctionnez, le cerveau, il n'y a eu aucune conséquence sur votre cerveau. Vous êtes comme avant. Quasiment. Encore mieux. Votre entourage, lui, a dû vivre ça, ça a dû être très douloureux. En fait, vous n'avez rien senti, mais les autres, ça a dû être terrible pour eux. Moi, j'ai aucun souvenir, donc j'ai pas souffert de ça, j'ai eu aucune douleur. En revanche, c'est vrai que pour mon entourage, surtout pour ma famille, pour mon fiancé, ça a été terrible parce que eux ont vraiment pensé me perdre. Et ça a été vraiment un mois d'enfer, nuit et jour pour eux. Vincent de Gauss, on a discuté un petit peu. Vous me disiez que Charlotte était la mascotte, lorsqu'elle est arrivée, la mascotte de votre service. Donc, on peut dire qu'elle a bénéficié, enfin sa chance, c'est vraiment une grande chance. Elle a eu un accident, elle était à vélo. Elle a eu un accident de la voie publique, donc prise en charge immédiatement par les secours, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais le temps, c'est du cerveau, même si c'est pas très joliment dit, mais c'est vraiment ça, quoi. Chaque minute de perdu sont des neurones de perdu. Donc là, elle arrive aux urgences, que se passe-t-il ? Elle arrive aux urgences. En pratique, elle était déjà dans le coma. Elle a eu un scanner. Elle est en arrêt respiratoire aussi. Exactement. Et elle a eu donc une assistance respiratoire qui lui a permis donc de rétablir un taux d'oxygénation correct, donc pouvoir renourrir toutes les cellules de son corps et en pratique surtout ses neurones, parce que c'est vraiment là l'élément vulnérable à ce moment-là. Et on lui a fait un scanner pour comprendre pourquoi elle était dans le coma. On a compris que la cause de son coma n'était pas la chute du vélo, ce qui était quand même un doute au départ. Et en fait, la cause de son coma, c'est bien une rupture d'anévrisme pour lequel il faut très rapidement mettre en place des traitements qui vont lui permettre à la fois de protéger son cerveau contre ce dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire le fait que la pression dans le cerveau grossit. Et l'autre élément qui est très important, c'est éviter que l'anévrisme ressaigne. C'est vraiment un élément très très important. Mais on arrive à voir où est l'anévrisme, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de sang. C'était une hémorragie massive. Hein. On fait en fait 2 examens en un. On fait un scanner sans injection et on voit le sang. Et ensuite on injecte le scanner et on voit tous les vaisseaux se dessiner. Et on voit la malformation se dessiner sur le scanner. Donc on peut très bien voir où est l'anévrisme. D'accord. Heureusement, elle n'en avait qu'un. Alors parfois les malades en ont plusieurs. Quand il y en a plusieurs, c'est plus compliqué de savoir lequel a saigné, mais en pratique, on arrive quand même à gérer les malades qui ont plusieurs anévrismes. Et donc là, immédiatement, vous faites quoi pour traiter, pour empêcher donc l'hémorragie de continuer ? En fait, donc on a 2 systèmes pour éviter le ressaignement. Et donc là, c'est un vrai travail d'équipe. On a besoin d'être plusieurs pour pouvoir prendre en charge ce genre de malades compliqués. On a besoin de radiologues, comme je vous ai dit, pour faire des scanners. On a besoin de radiologues interventionnels qui peuvent, eux, boucher l'anévrisme en passant par les vaisseaux, par voie... Oui, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le crâne, enfin, sauf dans certains cas. Voilà. Mais là, on passe vraiment par l'artère fémorale, on remonte jusqu'au cerveau et on va aller boucher, on va dire simplement, avec des microspirales, des coils. On va aller boucher l'anévrisme. On peut aussi faire autrement. Alors, l'autre système, c'est quand justement ce système-là est complexe, on peut passer par la chirurgie, et donc on a besoin des chirurgiens aussi pour traiter ce genre de malade. Et les neurochirurgiens, eux, peuvent rentrer dans le cerveau pour aller mettre un espèce de pince à linge, un clip en fait, qui va enlever l'anévrisme du système circulatoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter tout de suite le saignement, bien entendu. Pas le saignement, le risque de ressaignement. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait Comment on évacue tout ce sang ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors après, en fait... Donc elle était trachéotomisée, là vous avez mis des produits pour qu'elle soit dans un coma profond, pour tout mettre au repos. Donc le risque, il y a plusieurs risques dans les suites de cette pathologie. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Donc il faut absolument que le cerveau soit au repos et on utilise différents dispositifs, des médicaments et puis des dispositifs techniques aussi. On peut enlever le liquide dans lequel baigne le cerveau pour gagner de la place. Et donc, des draps ? Exactement. Et là, on fait encore appel aux chirurgiens. Il faut que ce soit des neurochirurgiens très spécialisés qui fassent ça. Et on peut aussi jouer sur différents systèmes de réanimation pour éviter que le cerveau soit stressé. C'est vraiment un élément très très important que le cerveau puisse cicatriser dans les bonnes conditions. Vous me disiez que Charlotte a battu les records de complications ? Oui, d'une des complications. En pratique, oui, voilà. Désolée. Elle a fait un vasospasme. Donc c'est une complication qui est spécifique de cette maladie-là. Quand le sang jaillit et va autour des vaisseaux, les vaisseaux réagissent et se mettent à se resserrer et font un spasme. Et donc on a besoin de rapidement mettre des traitements pour éviter que le spasme génère une ischémie, c'est-à-dire que le cerveau se mette... qu'il ne nourrisse plus les autres... Exactement, que les neurones souffrent de ce vasospasme. Et donc elle a eu en pratique beaucoup de traitements pour éviter d'avoir les conséquences de ce
vasospasme. Et comme on peut le voir, a priori, elle n'a pas eu de problèmes neurologiques dans les suites. Mais quand on entend tout ça, c'est tellement merveilleux de vous voir, Charlotte, de voir tous ces gens aussi qui se sont battus. Vous disiez, c'est vraiment multidisciplinaire, hein, tous ces gens qui se sont battus 24 heures sur 24, parce que c'était une prise en charge 24 sur 24. Vous n'aviez jamais entendu parler d'anévrisme avant ? Pas du tout. Et maintenant, vous vivez comment ? Vous avez un petit peu peur ? J'ai pas peur. Vous avez réalisé Non, j'ai du mal vraiment à intégrer ce qui m'est arrivé, parce que je ne l'ai pas réellement vécu. Ce sont mes proches qui l'ont vécu plus que moi. Mais je me rends compte quand même que j'aurais dû y passer. Et la vie est quand même différente aujourd'hui. Je suis plus positive, je suis moins stressée, angoissée, et je profite vraiment de la vie, chaque minute de la vie. Ben, écoutez, en tout cas, vous êtes rayonnante et vraiment, c'est un bonheur de vous recevoir. On va peut-être faire, on va pas faire Charlotte 1 an après, 2 ans après, tout ça, puisque vous allez très bien. Mais en tout cas, on peut dire que bravo à toute cette équipe, et on peut dire qu'en France, on a une trentaine de centres experts, de centres référents qui prennent de mieux en mieux en charge ces pathologies qui sont fréquentes, enfin pas très fréquentes, mais en tout cas très graves. Et surtout, il ne faut pas perdre de temps. Il faut immédiatement, s'il y a le moindre signe, si vous voyez quelqu'un qui tout à coup est pris de violents maux de tête et perd connaissance, immédiatement appeler les secours, ne pas perdre une minute. Encore une fois, le temps perdu, ce sont aussi des neurones perdus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et restés en notre compagnie. L'info continue sur LCI.